Mesdames et messieurs de la presse, bonsoir et très heureux de vous retrouver dans le cadre de cet exercice de redevabilité, le premier depuis l'investiture du gouvernement de la Première ministre Judith Suminwa Tuluka. Vous pouvez être sûr d'une chose, c'est que la culture de la redevabilité va être consolidée parce que nous sommes dans les quinquennats de la consolidation des acquis. Et ce soir, nous avons donc l'honneur de revenir pour la première fois pour cet exercice, non pas seulement pour parler, évidemment, il y a beaucoup de sujets, parce que ce soir, vous savez tous que nous avons le privilège de recevoir la Mineta, ministre des Affaires étrangères. Je sais qu'il y a des questions d'actualité, mais ce soir, nous avons voulu non seulement vous la présenter sommairement, parce que nous ne ferons pas le résumé de tout son parcours, mais aussi vous présenter d'abord les grandes orientations diplomatiques pour ces nouveaux quinquennats. Et c'est un exercice que nous ferons en série. Nous avons plusieurs membres du gouvernement. Nous allons nous assurer que le maximum de membres du gouvernement puissent être en mesure de participer à cet exercice de redevabilité pour pérenniser cette tradition qui a commencé et qui sera consolidée sous la direction du président de la République, bien évidemment. Madame la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, bonsoir. Bonsoir, monsieur le ministre. Mais nous sommes heureux de vous recevoir comme première invitée pour cette nouvelle série, justement, de cet exercice de redevabilité. Alors, Thérèse Kaikwamba-Wagner, vous êtes spécialiste des affaires internationales avec une expertise en analyse politique, planification stratégique et résolution de conflits. Vous avez notamment dans un passé un peu lointain, même s'il n'est peut-être pas très lointain, travaillé dans la région de l'Est de la RDC avant de travailler pour un grand groupe connu sous le nom de Meta, donc Facebook, WhatsApp, où vous étiez jusqu'avant votre nomination à un poste de responsabilité. En plus de ce que je venais de dire, qu'est-ce que vous pouvez dire aux Congolais à propos d'abord de votre parcours et de votre expérience et de comment vous pensez pouvoir la mettre au service de la patrie à ces prestigieux portefeuilles? Merci beaucoup. Encore une fois, merci pour cette opportunité. Le privilège aussi d'être une des premières qui peut se présenter au public congolais et aussi à la presse congolaise. Tout d'abord, je pense que c'est un grand honneur d'occuper cette fonction et je tiens à remercier le chef de l'État d'avoir eu confiance en ma humble personne. Quand vous parlez de mon parcours, je pense que l'épisode la plus marquante qui pour moi m'a préparé le mieux pour cette fonction, c'est justement mon passage à l'est de la RDC. Quand j'ai travaillé en 2012 dans la province du Nord Kivu en tant qu'humanitaire. À l'époque, c'était le M23 dans sa première version, sa première édition. Et je pense que cette expérience m'a confrontée aux réalités du conflit, telles que nos populations le vivent et l'ont vécu depuis des décennies. J'ai eu à travailler dans les camps de déplacés de Kanyaruchinya, de Mugunga, mais aussi dans les territoires de Massissi, de Rutshuru, Walikale. Et pour moi, maintenant, être à cette position-là veut dire aussi que j'assume mes responsabilités et mes fonctions avec un profond sens de redevabilité aussi envers ces populations-là que j'ai rencontrées il y a 10 ans. Et je porte en moi encore ce souvenir et aussi ce désir de contribuer à une solution durable à cette affreuse guerre qui dure trop longtemps et qui nous est imposée par le Rwanda. Voilà, Madame la ministre d'État, merci beaucoup pour ces mots introductifs qui nous permettent déjà plus ou moins de nous jeter dans les sujets d'actualité, mais nous reviendrons sûrement sur les sujets d'actualité. Mais vous êtes ministre d'État, ministre des Affaires étrangères. Les affaires étrangères, c'est essentiellement le domaine du président de la République. Nous sommes dans un quinquennat où on veut consolider les acquis. Comment pensez-vous, sur base de votre expérience, apporter un appui au président de la République pour avoir le rayonnement de notre diplomatie, qui est un secteur dans lequel il s'est personnellement beaucoup investi? Tout à fait. Et c'est une lourde responsabilité, mais je pense que le président de la République a toujours été très clair dans sa vision. Je pense que cette vision aussi est clairement déclinée dans le programme d'action gouvernementale. En ce qui concerne la diplomatie, je pense que mon mot-clé, c'est plus. Plus de diplomatie pour plus de paix. La première priorité pour nous, c'est la pacification de l'Est. Et donc, ce sera ma première priorité aussi en tant que diplomate.
nous assurer que la voix de la République démocratique du Congo soit entendue partout, que la réalité du conflit et les responsabilités des uns et des autres qui en découlent soient comprises et assumées pleinement, et donc utiliser la diplomatie pour plus de paix en RDC, mais aussi plus de diplomatie en général. Donc, utiliser la diplomatie non seulement pour les questions de paix et de sécurité, mais pour les questions de développement, pour les questions de coopération, pour les questions de partenariat. La RDC a beaucoup à offrir, et la RDC est une terre justement et un pays qui regorge d'opportunités. Et dans plusieurs domaines, nous pouvons utiliser la diplomatie pour renforcer des partenariats, renforcer des investissements et des initiatives dans des domaines qui vont bien au-delà des questions humanitaires et des questions sécuritaires. Je pense aux questions de l'écologie, je pense aux questions de la culture, je pense aux questions du développement durable, de l'énergie. Et pour moi, le ministère des Affaires étrangères, c'est la passerelle justement entre la République démocratique du Congo et le reste du monde, chose qui va justement contribuer au rayonnement de la République démocratique du Congo dans le concert des nations. Mais en termes de priorité, nous voulons aussi plus d'efficacité dans l'administration diplomatique, ce qui veut dire un ministère des Affaires étrangères plus robuste, plus à jour, et un ministère des Affaires étrangères qui répond aux réalités du XXIe siècle, moderne, connecté, informatisé. Ça, c'est aussi mon souhait, d'accroître l'impact de nos efforts diplomatiques à travers une administration plus efficace, plus robuste. Et l'administration, ce n'est pas juste une construction, stratégique ou une construction d'une organisation, mais ce sont aussi les personnes qui rendent cette administration humaine. Donc, ma priorité, c'est aussi plus de dignité pour nos diplomates. Les outiller et créer les conditions propices pour leur propre épanouissement et pour qu'ils soient de bons ambassadeurs de la République démocratique du Congo partout où ils sont. Et finalement, et je sais que c'est la question où tout le monde m'attend, c'est aussi plus de qualité pour les services que nous fournissons. Et un des grands services pour lesquels nous sommes connus, ce sont évidemment les passeports. Et je sais que là, il y a beaucoup d'attentes. Et c'est une priorité pour nous aussi de nous assurer que nous accompagnons la population congolaise, que ce soit en République démocratique du Congo ou en dehors du pays. Nous voulons être au service et à l'écoute de la population congolaise et pouvoir répondre à ses besoins. Mais aussi, quand je pense à la qualité de nos services, je pense à bien d'autres choses que le ministère des Affaires étrangères a à offrir au-delà des services comme les passeports. Je pense à une meilleure représentation des cadres congolais dans les organisations internationales. Cela fait partie aussi des services que nous pouvons offrir. Ça veut dire comment mieux nous outiller, nous préparer à être plus représentés et plus actifs, plus visibles et plus audibles dans les organisations internationales. Et donc, c'est aussi élargir notre compréhension de ce que cela veut dire d'être au service de la population congolaise quand nous sommes un ministère des Affaires étrangères. Aller bien au-delà des passeports et réfléchir aussi à comment nous pouvons travailler ensemble avec les Congolais et Congolaises. Et d'ailleurs, je dois dire que vous êtes déjà dans le vif du sujet parce qu'au dernier Conseil de ministres, vous êtes arrivé avec une note qui parle justement de candidature ouverte aux Nations Unies, à la Banque mondiale ou à l'Union africaine pour s'assurer que les Congolais qui sont en mesure de postuler puissent postuler. Voilà, on va dire un peu de vos mots introductifs, mais on aurait peut-être voulu, avant que les journalistes ne puissent ouvrir le bal de questions, comment comptez-vous justement appuyer la stratégie diplomatique du président de la République pour régler la question de l'Est de la RDC? Alors tout d'abord, il s'agit d'une diplomatie qui va être ciblée sur des intervenants clés dans la question de l'Est du Congo, à commencer par les pays de la région, mais aussi à commencer par les pays membres du Conseil de sécurité. Il est très important de se rappeler que la République démocratique du Congo est un État membre des Nations Unies, un État membre dynamique des Nations Unies, et c'est aussi notre place et notre responsabilité de parler des problématiques qui nous affectent en République démocratique du Congo au niveau du Conseil de sécurité. Donc nous allons accompagner le chef de l'État au niveau de notre diplomatie et de nos efforts de plaidoyer en ciblant les organisations internationales, les États membres de ces organisations internationales, mais aussi en continuant les efforts diplomatiques dans le cadre du processus de Luanda
Processus très important et qui devrait nous aider à trouver une solution durable à la situation dans l'Est du pays. Donc nous restons attachés à ce processus-là. Je sais qu'il y a eu dans les réseaux sociaux des spéculations et il y a eu quelques aventures médiatiques des uns et des autres, mais je tiens à rassurer l'opinion publique. Le processus de Luanda est le seul et unique cadre dans lequel nous allons discuter et chercher une solution durable à la guerre qui affecte la partie est du pays. Voilà, Madame la ministre d'État, merci d'avoir planté les décors de nos échanges de ce soir. On va ouvrir cette série de questions. Le principe ici, c'est du tic au tac. Donc, on pose la question et vous répondez directement. On va commencer la série avec Monsieur Pichu Mulumba. Je vais commencer par là où vous avez terminé. La polémique, évidemment, qui a enflé à la suite de la rencontre des Zanzibar. C'est une question d'actualité. Cette rencontre où la République démocratique du Congo s'est retrouvée avec le Rwanda, s'agissait-il d'une négociation discrète facilitée par la Tanzanie et le Sud-Soudan? Sinon, quelles sont les circonstances exactes de cette réunion à Zanzibar qui suscite aujourd'hui tant de spéculations, vous l'aviez dit, notamment avec la déclaration de la page X du ministère des Affaires étrangères du Rwanda indiquant que des décisions concrètes ont été prises pour revigorer les processus de paix de Luanda et de Nairobi. Merci beaucoup pour l'occasion d'y répondre, de répondre à cette polémique directement. Je pense qu'elle a dominé trop longtemps nos débats. Alors, je vais d'abord rappeler le contexte exact de cette rencontre à Zanzibar. Il s'agissait d'une retraite ministérielle entre les États membres de la East African Community. Il ne s'agissait pas d'une rencontre dans un cadre décisionnel, mais une retraite de réflexion qui portait sur plusieurs sujets, pas uniquement la question de l'Est de la République démocratique du Congo, mais même la mise en œuvre de différents instruments de la East African Community. Donc déjà là, la communication un peu hâtive de mon homologue rwandais a créé l'impression qu'il s'agissait de toute autre chose. Non, c'était des discussions très larges sur la East African Community. Encore une fois, une retraite et pas un cadre ou une instance décisionnelle. Ce qui était vraiment malheureux, encore une fois, c'est le fait que cette communication de mon homologue rwandais ait créé l'impression que nous avions pris quelconque engagement. Nous sommes allés à Zanzibar, d'abord avec de bonnes intentions, des intentions fraternelles vis-à-vis des pays frères que nous allions rencontrer. Et nous sommes allés avec un message clair, une position claire qui a toujours été la nôtre. Les discussions sur l'Est de la RDC ont un cadre et un seul cadre unique, c'est le processus de Luanda. Un processus qui a été mandaté par l'Union africaine, un processus qui a reçu l'aval du Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc, si le Rwanda estime que le cadre d'une retraite entre ministres, qui n'est pas une instance décisionnelle de la East African Community, est le cadre pour réfléchir sur comment continuer ces discussions, s'ils s'aventurent à spéculer, ça c'est leur problème. Nous avons été clairs et nous restons clairs. Nous reverrons le Rwanda uniquement et seulement à Luanda. Donc voilà, nous avions des discussions ici avec votre prédécesseur, Madame la ministre d'État, qui aussi a dénoncé cette pratique où même quand vous êtes dans des discussions informelles, cette tendance à surcommuniquer, parce que lorsque vous regardez les photos qui ont été publiées, vous n'avez même pas l'impression que notre collègue du gouvernement qui était sur place était au courant que ces photos étaient en train d'être prises pour avoir l'utilisation qui a été celle-là. Mais nous connaissons l'empire du mensonge, le pays de la manipulation, ça ne fera peut-être pas l'objet de ces briefings. On va prendre la question de M. Patrick Bomboka. Semble observé dans les zones de conflit à l'est du pays. Curieusement, cette trêve a été annoncée par les États-Unis d'Amérique. Première question, est-ce juste une pause qui est observée et après on reprend avec les velléités, ou devons-nous considérer que c'est véritablement un chemin tracé pour le retour de la paix dans cette partie du territoire national?
Merci. Comme vous l'avez évoqué, est une initiative des États-Unis d'Amérique que nous avons saluée. Pourquoi? Parce que pour la République démocratique du Congo, notre première priorité, c'est la sécurité et la protection de nos populations civiles. Et la trêve humanitaire a cela pour objectif, raison pour laquelle nous y avons adhéré. Mais trêve ne veut pas dire que nous sommes immobiles, trêve ne veut pas dire que nous ne sommes pas vigilants. Nous restons vigilants, nous suivons de très près ce qui se passe à travers la province du Nord Kivu et bien au-delà. Et trêve ne veut surtout pas dire que le statu quo, et donc la violation flagrante de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo par les forces armées rwandaises, est un acquis ou un statu quo avec lequel nous sommes d'accord. Donc, nous parlons d'une trêve de 14 jours, du 5 au 19 juillet, mais nous parlons aussi d'efforts diplomatiques qui vont continuer pendant cette trêve et après cette trêve. Pourquoi? Parce que nous voulons une solution durable. Avec une trêve de 14 jours, je ne pense pas que nous aurons le temps de résoudre tous les problèmes que nous avons. Ça veut dire que nous continuons la pression diplomatique, nous continuons à nous apprêter à la prochaine assise à Luanda, mais nous continuons aussi le suivi rapproché de tout ce qui se passe à travers nos différents services dans la province du Nord Kivu. Et nous soulignons aussi qu'il y a un dispositif mis en place pour le suivi et le monitoring du respect ou non-respect de cette trêve par les États-Unis d'Amérique. Et donc, c'est la posture que nous prenons. Tout d'abord, nous privilégions cette opportunité d'avoir un répit pour nos populations civiles, nos populations victimisées par cette guerre, mais nous restons vigilants et nous restons actifs sur le front diplomatique et sur tous les autres fronts. Voilà, les autres fronts dont Madame la ministre, des autres fronts dont vous faites allusion, il s'agit aussi du front militaire. Il ne faut pas l'oublier que le vendredi dernier, le président de la République, à la suite de la réunion du Conseil supérieur de la Défense, n'avait pas participé au Conseil de ministres parce qu'il suivait de près. Il y a une task force spécifique qui a été créée pour suivre au quotidien la situation sur terrain, qui est une situation militaire. Nous connaissons les méthodes de l'ennemi. Généralement, on veut profiter des trêves pour tenter d'autres aventures. Nous avons un mécanisme qui a été mis en place. Et si vous lisez le communiqué de la Maison-Blanche qui annonce la trêve qui a été obtenue par le gouvernement américain, parle aussi d'un mécanisme de monitoring. Et c'est sur ces mécanismes de monitoring que nos services vont aussi travailler avec les services américains pour s'assurer que cessez-les-feux respectés de tous. Évidemment, la question principale, c'est la question de la paix. Madame la ministre d'État, il y a encore, je pense, maintenant aux Nations Unies un débat sur la situation dans l'Est de la RDC. Les derniers rapports qui est sorti a montré clairement que les Rwandais opèrent dans l'Est de la RDC. Il n'y a plus question de parler des supplétifs. Si vous lisez la trêve, justement, le communiqué qui annonce la trêve, on parle bel et bien de la RDC et du Rwanda. Donc, voilà, on va continuer avec la question de... Peut-être qu'il y a quelque chose que j'ai manqué. Je ne vous ai pas entendu parler des questions de l'amélioration du cadre de travail, mais également social des diplomates de la RDC. Quand on sait que et bénéficier, entre guillemets, de certaines positions, des partenariats avec la diplomatie agissante. Et côté humanitaire, nous peinons à mobiliser suffisamment de fonds. Il y a la Première ministre qui a reçu le coordinateur de questions humanitaires internes. C'est quoi la particularité de votre action à la tête de ce ministère pour changer la donne? Parce qu'aujourd'hui, tout de suite, je vous ai dit tout à l'heure en parlant de la trêve qu'on épinglait clairement le Rwanda. Avant, il n'y avait pas. Et donc, il ne faut pas dire que la diplomatie agissante sur le front diplomatique, on n'a pas connu d'évolution. Je puis vous rappeler que nous avons, par exemple, obtenu, sous la conduite du président de la République, la levée de l'embargo. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo, après 18 ans, peut acheter des armes. On reviendra peut-être parce qu'il y avait une question d'actualité là-dessus. Et donc, si vous regardez, vous jetez un œil, non pas seulement sur le prisme de ce que nous devons faire, de ce qui nous reste comme défi, vous allez voir qu'au niveau du front diplomatique, nous avons marqué beaucoup de pas et que si aujourd'hui les présidents rwandais, jadis des œufs, commencent à être bavards, c'est parce qu'à la fois
que ce soit au plan de la communication, de la diplomatie, du judiciaire, de l'économique ou du militaire, il est touché et très affecté. Madame la Mineta, c'était un petit commentaire. Diplomatie agissante, je vais laisser le soin aux experts de communication de trouver le sobriquet ou de trouver l'expression qui sera la plus indiquée pour qualifier ma diplomatie. Je pense qu'il est très important, comme son Excellence, Monsieur le ministre de la Communication l'a évoqué, de quand même aussi saluer les avancées importantes que nous avons observées récemment. Nous parlons par exemple de la levée de l'embargo. Ça remonte déjà à plusieurs mois, quasiment une année, plus que ça. Mais très récemment, nous avons aussi vu que l'Union européenne a suspendu son aide au Rwanda dans le domaine de la défense. Je pense que nous voyons au fur et à mesure qu'il y a des retombées. La diplomatie prend un peu plus de temps. Elle est peut-être un peu plus subtile qu'un combat que vous voyez peut-être sur une ligne de front. Mais c'est un travail de longue haleine et j'ai le privilège de continuer ce travail. Je sais que beaucoup a déjà été fait et nous allons continuer dans cette lancée-là. Nous allons aussi continuer dans la réflexion de comment amplifier les efforts, comment avoir de meilleures cibles, comment avoir plus de résultats. Mais nous devons aussi être réalistes. Il y a certaines positions, il y a certaines proximités que certains pays ont cultivées pendant des années, des décennies, que nous sommes en train de démanteler maintenant. Et ça prend du temps. La diplomatie, ce sont aussi des êtres humains. Et donc, nous sommes en train de changer les cœurs et les esprits des êtres humains, à travers les institutions aussi, parce qu'il est très important de mener ce discours non seulement au bilatéral, non seulement dans une dimension d'interaction humaine, mais il est très important aussi d'amener ce débat dans le contexte institutionnel. Nous parlons du Conseil de sécurité des Nations Unies. Ce Conseil de sécurité, il a un mandat spécifique. Si on peut le résumer en une chose, c'est empêcher toute menace à la paix et à la sécurité internationale. Et c'est pour cela que nous portons la situation de la République démocratique du Congo au Conseil de sécurité, pour le mettre devant cette responsabilité-là. Quand nous avons 4000 effectifs des RDF en République démocratique du Congo, pas selon nos propres estimations ou nos propres experts, mais selon les experts des Nations Unies, nous avons une menace à la paix et à la sécurité internationale. C'est pour cela que nous saisissons le Conseil de sécurité. C'est pour cela que nous n'allons jamais nous lasser de le saisir, parce que c'est sa responsabilité. Nous le faisons aussi en bilatéral, nous le faisons avec nos partenaires, nous le faisons avec nos voisins, mais il est très important aussi d'avoir une certaine, je ne veux pas dire patience, parce qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent depuis des décennies, et je trouve que c'est insensible de parler de patience, mais nous devons reconnaître que malheureusement, parfois la diplomatie prend un peu plus de temps. Cela ne veut pas dire qu'elle ne porte pas de fruits, cela ne veut pas dire que nous n'avons pas déjà des résultats, et cela ne veut pas dire que nous allons nous fatiguer ou être désespérés et abandonnés. Nous allons continuer sur tous les fronts. Voilà, et il y en a 5. Je peux vous rappeler, si vous avez oublié, vous êtes coutumier du briefing, vous savez que nous avons un front militaire, un front diplomatique, un front économique, un front médiatique et un front judiciaire. Et sur chacun de ces fronts, nous sommes opérationnels matin, midi et soir. Et vous-même, vous voyez l'ampleur, par exemple, de l'empire du mensonge qui a été dévoilé récemment par l'université de Clemson, où je sais que Madame la ministre d'État, ce briefing sera particulièrement scruté de l'autre côté, et c'est pas étonnant qu'il veuille travestir certaines choses qu'on peut dire ici, simplement dans la volonté de manipuler l'opinion. Mais tout ça, c'est découvert, et bientôt, vous allez voir les résultats de tous ces fronts. On va prendre les questions de Monsieur. Monsieur le ministre, avant de poser ma question, j'aimerais peut-être dire un mot en votre endroit. Provincial, vous avez été reconduit au gouvernement. Je crois que si je peux m'auto-proclamer le porte-parole des confrères pour vous féliciter, puisque personne ne l'a fait depuis tout ce temps. En tout cas, le nouveau narratif a payé et je crois que nous allons cheminer dans cette logique. Merci. Alors, la question est adressée à Madame la Mineta. D'abord, une question d'actualité. Le récent rapport des experts de l'ONU vient de citer, outre le Rwanda, l'Ouganda,
dans ces hostilités du M23 et même de l'armée rwandaise pour occuper les territoires, certains territoires. Quelle est votre interprétation? Est-ce que nous allons commencer à voir autrement? Elle est toute petite. On a parlé de la trêve ici, décrétée par les États-Unis, vous avez répondu, mais les Congolais peuvent décréter une trêve qui va être suivie. Je ne sais pas si c'est déjà passé comme ça à travers le monde, il y a des exemples ailleurs. Est-ce que c'est pas... La dernière question. Je pense que nous devons contextualiser l'initiative des États-Unis d'Amérique de proposer une trêve dans le cadre des bons offices. Et les bons offices en diplomatie, tout le monde peut en faire usage. Je pense que les États-Unis d'Amérique en ont fait usage parce qu'ils ont un accès facile à la République démocratique du Congo et le Rwanda, et se proposent justement pour faciliter une trêve, encore une fois, humanitaire, qui pour nous est importante parce qu'elle offre un répit à nos populations. Donc je ne le prendrai pas dans un terme, dans des termes aussi, dans des propos aussi forts que les vôtres, mais je les salue plutôt comme un effort de bons offices d'un État membre et surtout un État membre permanent du Conseil de sécurité, qui veut contribuer à travers cette trêve à aussi une désescalade d'une situation qui quand même très rapidement et très souvent a pris des envergures extrêmement inquiétantes. Est-ce que cela suffit? Je pense que nous pourrons avoir une conversation là-dessus aussi. Nous attendons plus des États-Unis d'Amérique. Les bons offices sont très importants justement pour faciliter ou pour proposer des mesures telles que des trêves à laquelle nous avons adhéré, mais il y a aussi d'autres leviers que nous attendons que les États-Unis d'Amérique activent pour créer des conditions propices à un dialogue plus sincère. Et là, il y a tout un arsenal d'options. Il y a des sanctions, il y a des sanctions politiques, des sanctions ciblées, des sanctions économiques. Il y a aussi des prises de parole plus robustes. Et nous comptons sur les États-Unis d'Amérique de faire plus d'usage de leurs bons offices, justement, pour puiser un peu plus dans leur arsenal d'outils qui pourraient conduire à une situation plus propice à une résolution durable du conflit. Vous avez aussi évoqué le rapport du groupe des experts qui vient de sortir et qui évoque une possible présence et aussi collusion entre des éléments des UPDF et des M23 et des RDF. Je voudrais quand même rappeler le cadre global dans lequel tout cela se passe. Nous menons depuis déjà plus d'une année, en tout cas l'opération Shuja dans le Grand Nord du Congo, ensemble du Grand Nord du Kivu, avec les forces armées ougandaises, les UPDF. Donc nous collaborons sur beaucoup de sujets. Nous collaborons aussi dans les questions d'infrastructure dans la zone de Beni, de Kasindi. Mais évidemment, nous sommes préoccupés par ce rapport. Nous sommes aussi préoccupés par des sources de nos propres services qui indiquent aussi des tendances similaires. Je pense que dans le cadre de nos liens qui existent entre la République démocratique du Congo et l'Ouganda, les liens bilatéraux assez solides que nous avons, nous allons soulever la question à travers le canal diplomatique, évidemment, qui est le mien, mais aussi à travers d'autres canaux, comme par exemple au niveau de la défense, étant donné qu'à travers l'opération Shuja, nous avons quand même aussi des forats d'interaction et d'échanges assez fréquents et assez périodiques entre les FRDC et les UPDF. Donc, soyez rassurés que cette question ne nous échappe pas. Nous en sommes conscients et nous sommes consternés aussi par ces rapports et nous allons évidemment nous saisir cette question. Voilà, un petit commentaire sur la trêve. Les Américains ont proposé, la RDC a accepté, et de l'autre côté, ils ont accepté. C'est pas eux-mêmes qui ont décidé, bon, on vient imposer la trêve, et comme la Mineta l'a dit, nous attendons plus, parce que nous vivons tous comme dans une forme de contraste. Tout le monde s'est plaint de la gravité de la situation humanitaire. Toutes les agences de grandes nations occidentales veulent se bousculer pour venir voir comment on aide, mais nous pensons et nous sommes convaincus que la solution durable pour, par exemple, nos populations déplacées, c'est les retours dans leur milieu d'origine. Et pour qu'ils retournent dans leur milieu d'origine, il nous faut la paix.
Et sur la paix, il y a beaucoup à faire et nous savons que les Américains savent ce qu'il faut faire. Nous allons continuer, comme la Mineta l'a dit, à faire pression pour obtenir ce qui est de droit pour nous et pour nos populations, le respect de notre souveraineté et la possibilité pour nos populations de se mouvoir librement et pacifiquement dans leur propre pays. On va prendre les questions de M. Amédée Mohamed. Merci beaucoup, Excellence. Excellence, on assiste à une vague de sanctions au niveau international contre les Rwandais. Il y a l'Union européenne qui a suspendu son aide. Les deux chefs d'État de la RDC et du Rwanda pourraient donner de béquilles à Paul Kagame. Amédée, je n'ai pas envie de vous laisser terminer votre avec le Rwanda. La Mineta l'a dit tout à l'heure, elle va être précise encore à ses propos pour éviter justement ce travail des manipulations, vous-même vous l'avez évoqué, qui est fait quotidiennement par le Rwanda, puisse enraciner dans la tête de nos compatriotes que nous voulons dialoguer. Non, nous voulons la paix et le cadre qui a été fixé pour qu'on ramène la paix, c'est la feuille de route de Rwanda. Terminez votre question. Oui, voilà. Je peux enchaîner avec de la collaboration avec le Rwanda à ce qui concerne Sakima. Pourquoi la RDC ne continue pas avec des sanctions économiques contre les Rwandais? Une sanction, par exemple, qui irait dans le sens d'interdire toute transaction entre les entreprises rwandaises et la RDC et les Congolais. Est-ce qu'une telle sanction, pour vous, ne pourrait pas produire des effets, madame? Du dialogue. Je pense que le collègue, le ministre de la Communication a été très clair. Encore une fois, nous restons fermes sur notre position. Toute discussion aura lieu dans le cadre et dans le contexte du processus de Luanda. Nous ne voulons pas être distraits et nous allons continuer sur cette ligne. Vous avez évoqué les sanctions. Je pense que les sanctions sont un outil très utile, mais nous devons faire preuve aussi de créativité quand nous pensons à des sanctions. Les sanctions dont vous parlez sont des sanctions surtout de nature économique. Et c'est peut-être une question aussi qui est plus indiquée pour mes autres collègues qui vont certainement aussi faire leur passage ici. Nous avons parlé de plusieurs fronts, et aussi du front économique. Votre suggestion, personnellement, je pense qu'elle peut avoir une portée et un impact, mais nous devons réfléchir aussi sur cet impact. Quand nous pensons à des sanctions économiques de cette envergure, qui sont les personnes qui seront les plus affectées? Surtout dans certaines parties du pays où nous avons quand même une forte communication et peut-être dépendance, si on veut le dire comme ça, mais une forte communication entre les communautés, que ce soit les communautés congolaises ou les communautés rwandaises. Le chef de l'État le rappelle toujours et je pense que nous devons nous accrocher aussi à ce message. Il ne s'agit pas d'un conflit entre le Congolais et le peuple rwandais. Et donc, quand nous pensons à des sanctions et des sanctions économiques d'une telle envergure, il y a évidemment cette dimension-là dont nous devons tenir compte, que ce soit de notre côté ou du leur. Qui est la personne la plus affectée? Est-ce que ce sont des personnes vulnérables? Est-ce que ce sont des personnes qui dépendent de ces commerces? Est-ce que ce sont des existences que nous allons plonger dans la pauvreté à travers ce genre de sanctions? Donc je pense que c'est quelque chose qui doit être examiné en profondeur. Je n'ai pas tous les éléments, donc je ne vais pas vous dire que votre recommandation ou votre suggestion n'a pas de pertinence, mais nous avons une responsabilité tout d'abord envers notre propre population de nous assurer que les sanctions et les autres mesures et démarches que nous entreprenons soient bien ciblées, bien calibrées et atteignent vraiment leur cible et leur objectif. Et je ne voudrais pas qu'on se retrouve dans des situations où nos populations doivent payer le prix, justement. Alors, s'il faut peut-être compléter la Mineta, vous avez vu récemment, nous avons reçu la visite ici de maître notamment William Bourdon et des avocats de renom du cabinet Robert Amsterdam qui travaillent avec nous étroitement dans la plainte ou dans la démarche que nous avons enclenchée contre Apple, parce qu'aujourd'hui nous voulons être en mesure de retracer tous ceux qui bénéficient de produits qui sortent par la fraude. Et lorsque vous lisez les rapports des Nations Unies qui est sorti aujourd'hui, qui cite même une entreprise rwandaise apparemment qui produit de l'or, mais vous savez tous que le Rwanda ne détient pas de l'or dans son sous-sol. Et donc il y a
cette pression que nous faisons sur tous ceux qui bénéficient directement ou indirectement de produits qui viennent des assassinats et d'autres crimes commis par le Rwanda, nous sommes sûrs que ce travail finira par aboutir, parce que ça prend du temps, comme la Mineta l'a dit tout à l'heure, mais de ces points de vue, nous sommes vigilants et, à mon avis, ce sera la meilleure forme de sanction économique pour ceux qui, depuis 25 ans, ont construit leur modèle économique sur base du pillage de ressources dans l'Est de la RDC. Et que nos populations, comme le président de la République l'a dit et le répète, nos populations n'ont pas de problème. C'est un régime qui a choisi la voie de la prédation. Vous avez parlé de Sakima, vous avez parlé des Dieter United. J'étais là en juin 2021 à l'hôtel Serena lorsque, devant tout le monde, devant toutes les caméras du monde, on a pensé, comme on est pays voisin, qu'on pouvait collaborer économiquement dans la transparence qu'il faut. Mais c'est clair que pour le Rwanda, la meilleure méthode de vivre, c'est le vol, c'est le viol, c'est les pillages systématiques, comme commencé depuis 25 ans. Et cette fois-ci, c'est déjà les débuts de la fin. Nous aurons les résultats dans les mois qui viennent. En tout cas, nous avons une Amazone à ma droite. Madame, passez-moi l'expression. C'est clair qu'avec toute la douceur qu'il faut, mais toute la détermination, nous allons porter notre voix pour être sûrs que nous obtenons raison pour toutes nos populations. On va prendre les questions de M. Benoît Niemba. Représentant de la RDC aux Nations Unies qui dit « Pour l'instant, la priorité du gouvernement est de consolider et renforcer l'autorité de l'État dans le site Kivu pour prévenir le vide sécuritaire. » Madame, la question est de savoir, le calendrier de retrait de la MONUSCO continue. Bientôt, ça sera Nord Kivu et l'Ituri. Craignez-vous pas le retrait de la MONUSCO au Nord Kivu, c'est site Kivu, que ça crée un vide sécuritaire? Désengagement, au plan du désengagement de la MONUSCO, je voudrais quand même rappeler qu'il s'agit d'un plan qui a été élaboré conjointement et avalisé par le gouvernement de la République démocratique du Congo et les Nations Unies. Et ce plan est structuré en 3 phases principales, comme vous le savez. La première phase couvre la province du Sud Kivu, la deuxième, la province du Nord Kivu, et la troisième, la phase finale, l'Ituri. Et le 25 son Excellence Madame la Première ministre s'est rendue à Kaboul pour clôturer le processus de remise et reprise, si vous voulez, et du départ de la MONUSCO de la province du Sud Kivu. C'est un processus qui était, je pense, riche en expérience, en apprentissage, en particulier à cause parfois une certaine volatilité sécuritaire. Je pense que c'était aussi l'occasion saisie par le gouvernement pour montrer qu'on reste aux côtés des populations du Sud Kivu et que le départ de la MONUSCO ne devrait pas être une source d'inquiétude. Donc, ce processus-là étant achevé, évidemment, le regard se tourne vers les 2 autres phases, le Nord Kivu et l'Ituri. Par rapport au Nord Kivu, évidemment, vous connaissez la situation qui prévaut. Ce qui est très important, c'est que nous ne voulons pas précipiter une situation dans laquelle, justement, la vulnérabilité et la volatilité du contexte sécuritaire pourraient être exploitées davantage. Donc, nous voulons un retrait responsable, durable et ordonné de la MONUSCO. Cela veut dire que quand il s'agit du Nord Kivu, nous allons prendre en compte les évolutions que nous voyons sur le terrain afin de prendre des décisions responsables et d'amorcer ce processus quand les conditions les plus propices sont réunies. Encore une fois, capitaliser aussi sur ce que nous avons appris au Sud Kivu pour nous rassurer que nous n'allons peut-être pas, que nous allons, être encore avoir plus de succès plus rapidement en capitalisant sur ces apprentissages du Sud Kivu. Je pense que ce qui est aussi important à retenir, c'est que la présence de la MONUSCO au Nord Kivu est aussi encore très importante pour nous. Pourquoi? Parce que la MONUSCO fournit et va fournir un appui à la SAMI-DRC. Et donc la SAMI-DRC, la mission venue de la SADC pour nous accompagner, pour donner une réponse plus robuste à l'agression rwandaise, dépend aussi partiellement d'un appui logistique de la MONUSCO. Donc, dans le souci de nous assurer que notre première priorité, qui est la pacification de
la partie est du pays et pour l'instant surtout du Nord Kivu où nous avons la présence de 4000 soldats des RDF, nous ne voulons pas précipiter les choses et nous voulons amorcer ce processus quand les conditions les plus propices sont réunies. Merci. Ah, vous n'aviez qu'une seule question. La ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, vous parlez tantôt de la MONUSCO, dont la RDC a encore besoin en termes d'appui à la force qui intervient, à la force de la SADC, qui intervient dans l'est du pays. Mais moi, je voudrais savoir, parce que Mme Bintou Keïta, solution à la crise qui secoue le pays depuis 30 ans, dans la partie est bien sûr, elle n'est pas militaire. Il faut privilégier plutôt... politique. Le fait que nous privilégions le processus de Luanda comme la voie pour avoir une solution durable à ce conflit ne veut pas dire que nous, en tant que République démocratique du Congo, ne sommes pas responsables pour la protection de nos civils. Donc nous n'allons jamais permettre et accepter que les RDF ou toute autre entité mettent nos populations en danger sans y réagir. Et c'est cela qui justifie jusqu'à présent la réponse militaire et la résistance aussi que nous offrons face à cette agression expansionniste du Rwanda. Donc une chose n'exclut pas l'autre. Si nous faisions face à un ennemi un peu plus galant, civilisé, peut-être que nous aurions des discussions uniquement dans un cadre politique. Mais encore une fois, je voudrais rappeler que ce sont les RDF qui ont bombardé le camp de Mugunga. Je voudrais rappeler que ce sont les RDF qui ont aussi attaqué des installations des Nations Unies, qui ont tué des casques bleus, qui ont tué des soldats de la SAMI-DRC. Donc face à cette réalité-là, nous n'allons pas rester les bras croisés. Je suis sûre que le ministre de la Défense aura des arguments plus parlants, plus tangibles. Je ne veux pas m'aventurer sur un domaine qui n'est pas le mien, mais cette posture, elle est légitime et chaque autre pays la défendrait de la même manière. De toute évidence, oui, allez-y alors. En dépit de la trêve sollicitée par les États-Unis pour faciliter justement l'assistance aux personnes vulnérables et victimes de cette barbarie de l'armée rwandaise par l'entremise du M23. Donc les principes de talk and fight, vous en êtes approprié. Bon, écoutez, je crois que Madame l'a dit clairement et nous le disons et nous le répétons. La stratégie pour nous, elle s'effondre sur 5 fronts. Militaire, diplomatique, médiatique, économique et judiciaire. Alors, nous entendons beaucoup, on parle de solutions politiques. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu un processus de Nairobi qui a commencé il y a 2-3 ans, où le président de la République lui-même s'est entretenu avec les groupes armés locaux. Et c'est en début de ces processus que le Rwanda a décidé de recréer le M23. Nous ne donnerons jamais de prime à ceux qui tuent, parce que lorsqu'on parle de solutions politiques, certains parlent justement de ces fameux dialogues. Nous discutons avec les Rwandais dans le cadre bien convenu de la feuille de route de Luanda, le cadre sur lequel, si vous lisez d'ailleurs la communication de la Maison-Blanche, qui en parle encore, parce que c'est les cadres que tout le monde reconnaît. Pour le reste, on sait qu'il y avait un processus qui avait commencé avec le président Kenyatta, mais tous ces processus avaient convergé sur ce qui a été convenu à Luanda. Nous pensons que si à Luanda, tout le monde est sincère, pour utiliser l'adjectif souvent repris par ma collègue, nous pourrons avoir des avancées. Et qu'il faut exclure toute idée d'ailleurs de négociation, de dialogue ou de discussion avec des supplétifs. Le mal, c'est le Rwanda, le mal, c'est Paul Kagame, et tout le monde sait que le mal, et c'est le mal qu'il faut traiter. Voilà. On va prendre les dernières questions. Maintenant, il y a mon confrère qui a félicité le ministre de la Communication. Moi, je m'en vais féliciter la Mineta, parce que vous êtes la 3e femme à la tête de la diplomatie congolaise depuis l'accession de notre pays à l'indépendance. Il y avait Madame Ekila, Madame Thérèse Nzeza et vous aujourd'hui. Et sur votre table, vous allez trouver le dossier de l'immortalisation de ces femmes qui étaient à la tête de la diplomatie. Et je pense que vous allez
pouvoir le mettre en pratique. Et que vous-même aussi, vous devez passer à Brazzaville, ici à côté, du 2 au 5 juillet. Mais le Gabon, le Centrafrique, l'Éthiopie, le Ghana, et, le Congo-Brazza, mais on n'a pas vu la présence, on n'a pas... Merci beaucoup. En tout cas, je peux vous garantir que la RDC a été vue, sentie et entendue, étant donné que c'était la Mineta, son Excellence Madame Eve Bazaïba, qui a représenté la République démocratique du Congo. Je pense que je ne veux pas me plonger dans des spéculations. C'est une question très importante pour le chef de l'État. Nous parlons souvent de la République démocratique du Congo comme le pays solution, et ce n'est pas juste un slogan, c'est quelque chose auquel le chef de l'État tient beaucoup. Et la RDC a été valablement, je n'en ai aucun doute, représentée par son Excellence Madame El Bazaïba. La présence ou l'absence du chef de l'État, je ne voudrais pas spéculer là-dessus. Je pense que l'engagement politique de la République démocratique du Congo, le positionnement ferme de la République démocratique du Congo sur toutes les questions liées à l'environnement, l'écologie, le changement climatique, mais aussi la transition énergétique, ce sont des sujets qui sont les nôtres et que nous nous sommes appropriés depuis bien longtemps. Et nous restons sur cette lancée-là. Et qui font régulièrement partie des échanges entre le président Sassou et les présidents Tshisekedi. Donc il faut regarder la sensibilité de la situation dans le pays. Peut-être que c'est cela qui a fait que le président, mais la RDC était valablement bien représentée. Je vais rajouter pour parler un peu du désengagement de la MONUSCO. Aujourd'hui, nous nous disons que nous ne sommes... On a parlé d'un désengagement qui doit être responsable et qui prend aussi le temps que ça doit prendre pour que nous puissions nous suffire à nous-mêmes. Et aujourd'hui, on voit la présence des États-Unis. Est-ce on quitte, on laisse les Nations Unies pour servir la République démocratique du Congo, comme beaucoup d'autres femmes congolaises le sont. Nous sommes toutes des Amazones, chacune à sa manière, et nous continuons le combat, chacune sur son front. Voilà, les Amazones, il y en a beaucoup au gouvernement. On n'a jamais eu autant de femmes au niveau du gouvernement. Et vous savez que notre première ministre a eu le privilège de faire la première sortie avec lui à l'intérieur du pays, où elle a parlé comme épouse, comme mère, à toutes les populations qui sont touchées et affectées là-bas. Nous sommes au pays de la masculinité positive. Le président de la République ne parle pas seulement de masculinité positive, mais il le couvre à travers ses actes. Et je pense que ce premier acte de cette série de briefings qui vous permettra de découvrir d'autres femmes qui sont au gouvernement vous permettront de vous faire une véritable opinion du président de la République à ses propos, parce que le leadership de la femme est aussi important que le leadership de l'homme, et c'est dans ces contextes que la première ministre Judith Suminwa nous encadre. Nous pensons pouvoir relever les défis, non pas seulement dans les secteurs de la diplomatie, qui a fait l'objet de nos discussions ce soir, mais aussi dans les secteurs de l'éducation, dans les secteurs de la jeunesse, dans les secteurs de l'enseignement supérieur. Et si vous regardez, vous allez voir que la ministre de l'Éducation nationale et c'est une dame. La ministre de l'enseignement supérieur, c'est aussi une dame. La ministre de la Jeunesse, c'est aussi une dame. Cela veut dire ce que ça veut dire pour ceux qui feront un peu plus attention. Et donc, nous, dans ce qui nous concerne, nous serons disponibles pour nous assurer que nous communiquons encore plus fort, que notre voix est plus entendue, que nous donnons plus encore de paroles aux Congolais. Madame la ministre d'État, vous inaugurez avec moi ces nouveaux lutrins qui ont été fabriqués avec du bois local. L'une des richesses de la République démocratique du Congo, parce que dans le niveau narratif, il s'agit aussi de promouvoir les créations et les œuvres des populations congolaises. Et c'est sur cette note qu'on va terminer cet exercice. Un dernier mot, vous l'avez dit tout à l'heure, Amazon. Merci encore une fois, d'abord, chers collègues, mais aussi merci à la presse. Et je me réjouis déjà de notre prochain échange. Merci beaucoup. Voilà, elle est cliente pour le prochain briefing. Nous reviendrons à intervalles réguliers pour nous assurer que nous répondons